jeune au camp, c'était les résidents de Weardale House à Montréal, ou plutôt Westmount. C'était une résidence pour garçons euh, dont les familles avaient une difficulté quelconque et la famille avait besoin d'un soutien temporaire ou à plus long terme. Dans mon cas, ma mère monoparentale avec deux fils, 13 et 14 ans, qui commençaient à gigoter un peu. Elle opérait un commerce et puis elle était devenue très stressée pour commencer à devenir malade. Ça fait qu'elle a été chercher de l'aide et puis l'aide nous a amenés à cette résidence pour garçons. Euh, une expérience qui a changé ma vie. Les jeunes de Weardale House allaient à cette époque au camp Lewis, Saint-Adolphe de Howard. Mais notre directeur à l'époque, qui est le directeur que moi j'ai connu, a parlé aux gens de la communauté. Et puis encore une fois, Rotary Club de Montréal ont fourni le terrain. Rotary Club de Westmount ont aidé à la construction. Et voici en 1933 qu'ils ont acheté le terrain. En 1934, le camp Weardale est né. Le camp Weardale, qui appartenait à Weardale House, a été cédé à une fondation, la fondation Weardale aujourd'hui. Et puis, ils opèrent maintenant le camp. Et aujourd'hui, ils reçoivent des jeunes du secteur anglophone Batshaw Youth Sector. C'est encore une fois des jeunes dont les familles ont besoin d'aide. On reçoit aussi de résidences semblables de Cornwall, beaucoup de jeunes. Et c'est aussi ouvert au grand public. Alors, il y a aussi des campeurs qui viennent du grand public. Mais à la base, c'est encore des jeunes défavorisés qui profitent de cet endroit. On nous offre plein de choses. Il y a des routines aussi. C'est des routines que les jeunes ont besoin. On se lève pour le déjeuner, on se lave ou on peut aller sauter dans le lac. Il y a des moniteurs pour surveiller. On va au déjeuner. Après le déjeuner, on fait le ménage dans les cabines. Il y a une inspection. Après les inspections, il y a une période d'instruction. Alors, c'est vaste. Il y a des sports. Il y a des chaloupes, il y a des canots, il y a des voiliers. On apprend. Il y a un terrain de jeu. Il y a des activités de jeu. À l'époque, on pouvait même apprendre à tirer une carabine 22 dans un endroit sécure avec des moniteurs formés spécialement pour ça. C'était tout dirigé, contrôlé, réglé. Après les instructions qui duraient 1h30 à 2 heures, on avait une période de baignade. Et après une période tranquille, on allait au dîner. Suite au dîner, on avait 1 heure de repos. Et puis le programme de l'après-midi commençait. Dépendamment de la température, dépendamment de ce qui était possible, on avait et des sports et des activités aquatiques sur le plan d'eau. Il y avait des compétitions. Alors, cabine A versus cabine B, c'était un match de softball aujourd'hui, tu sais, ou un match de soccer aujourd'hui. Ça, on tenait compte de ça et à la fin de la saison, il y avait des gagnants et des prix, des trophées. Sur le plan aquatique, ça pouvait être des activités dirigées ou ça pouvait être des activités libres. Et on pouvait aller dans une chaloupe, on allait à la pêche, on pouvait se promener en canot, on pouvait faire un tour de voilier sur le lac, on pouvait se baigner.
Euh, je veux souligner que les jeunes qui sont passés par là, ça nageait comme des petits poissons. Parce qu'avec les instructions, on passait d'un grade à l'autre, on nous prenait. Moi, j'avais déjà fait mon cours de ce qu'on appelait junior de la Croix-Rouge. J'avais fait ça dans un centre d'activité à Montréal. Fait qu'on m'a évalué et puis là, j'ai progressé par les étapes. Et puis, comme je dis, ça nageait comme des petits poissons, ces jeunes-là. C'était rare, les enfants qui n'étaient pas bons nageurs ou qui ne devenaient pas bons nageurs. Euh, à un moment donné, ma première année, dans les premiers jours, euh, on avait dans les cabines un chef de cabine. C'était un garçon qui avait plus d'expérience et qui prenait la responsabilité du groupe. Euh, Moi, j'avais été nommé assistant au chef de cabine. Et puis, dans les premiers 10 jours du camp, lui était déjà qualifié pour faire de la voile. Il m'emmène dans un voilier. La piqûre est pour toujours. On se promène encore en voilier aujourd'hui. Euh, une des premières tâches que j'ai eues, c'était d'enseigner, parce que là, c'est les moniteurs qui donnaient les cours d'instruction. Moi, j'avais déjà démontré un intérêt en photographie. On avait une salle, une chambre noire pour développer des films. Le directeur adjoint cette année-là, M. Searle, est venu me voir la première journée. Et il dit, bon, on aimerait que tu enseignes la photographie. Euh, il y a une salle pour faire le développement. Voici un livre. Tu n'auras pas de groupe la première semaine. Tu vas te pratiquer. Tu vas nous faire une commande des matériaux que tu penses avoir besoin. Et puis, tu vas enseigner ça. OK, je me suis mis le nez dans le livre. Une copie du livre que j'ai encore parce que j'en ai trouvé une pour moi-même plus tard. Je me suis pointé sur comment faire et quoi faire. On avait quelques caméras, 2 ou 3 petits appareils qu'on pouvait prendre. J'avais commandé des films. Et les jeunes se promenaient durant la séance d'instruction le matin. Clic, 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 clic. Là, on se rejoignait dans la salle, la chambre noire. J'avais 3 ou 4 jeunes parce que la salle n'était pas grande. Et puis, on développait les films. Fait qu'eux apprenaient à rouler le film brut là, sur une roulette. On mettait les produits chimiques, 1, 2, 3. On faisait sécher le négatif. Là, on avait une machine, un agrandisseur. On avait du papier, photo, et puis on développait les photos, et puis on affichait les photos sur un tableau près de la salle à manger. Le camp était divisé comme en 2 groupes, les plus jeunes et les plus vieux. Les plus jeunes étaient d'un côté, les plus vieux étaient de l'autre. Fait qu'eux avaient encore un jeune qui euh, servait la nourriture. Il y avait des chariots, on roulait le chariot, puis on déposait les cabarets, puis le chef de cabine distribuait la nourriture entre les gens. Ça se passait tout. On était habitués, on connaissait la routine. Les nouveaux qui arrivaient apprenaient vite la routine. Et puis, ça se faisait en ordre complètement. Euh, à la fin du repas, il y avait les annonces. Par exemple, le programme de l'après-midi. Et puis, si c'était l'heure du dîner, on allait prendre un petit repos. Si c'était le déjeuner, bien, on allait faire le ménage. Après souper, on nous annonçait un programme, mais c'était généralement un programme libre après souper. Là, on pouvait sortir en canot, en chaloupe, on pouvait aller à la pêche le long des roches. On pouvait juste s'asseoir puis regarder le coucher du soleil si on voulait. Pour les jeunes qui voulaient être plus tranquilles, ça se passait comme ça. Environ 8 heures, on regroupait les jeunes et puis là, il y avait une activité dans la salle de récréation. Il y avait plein de choses, des soirées de chansons, des soirées de racontage, des soirées de jeux.
dimanche au soir, c'était quasiment sacré. Ça, c'était la télévision. À l'époque, il y avait un certain programme qu'on regardait à la télévision. Le samedi soir, c'était une vue. On avait des vues à jour, mais pas dans les théâtres, mais frais sortis des théâtres, si on peut dire ça comme ça. Et puis, on avait une petite chanson qu'on chantait. On appelait ça The Good Night Song. Et puis, on allait se coucher aux cabines. Et puis, c'était la journée. Ça se passait très bien, trop vite. Si on regarde les mémoires qu'on a. La phrase se répétait souvent, Another perfect day has passed away. Ça me touche. Parce que ça reste. C'était des beaux moments. Oh, la chanson a été écrite par une des directrices. Et puis, elle a pris la musique d'une autre pièce que j'ai éventuellement trouvée, l'origine. Et puis, elle a mis les mots, mais c'était des mots conçus pour rester avec ces garçons. C'est un camp qui était là depuis des années. La routine s'était établie. Les programmes existaient. On avait des exemples de ceux avant nous, de ce qu'ils ont fait. Les jeunes se connaissaient. Ce n'étaient pas des étrangers qui arrivaient ensemble. Ça fait qu'on se connaissait. Le chef de cabine choisissait qui il voulait dans sa cabine en groupe d'âge. Ça fait qu'on était tous dans un même groupe d'âge, dans une cabine. Comme je dis, ça roulait et ça fonctionnait. Les nouveaux étaient vite accoutumés. Et puis, de temps en temps, les anciens quittaient. On faisait de la place pour quelqu'un d'autre. Ensuite, on m'a invité à enseigner la voile. On savait que j'étais mordu de la voile. Le moniteur de voile avait quitté le camp. C'était un des fils du directeur, M. Neeland. Lui avait décidé de ne pas continuer au camp. Il était plus vieux. Et puis, là, j'enseignais la voile. Un domaine que j'ai adoré. Et puis, les jeunes. Tu sais, quand toi, tu aimes l'activité, les jeunes embarquent. Et puis, les jeunes apprenaient la voile. Et puis, durant l'après-midi, quand il y avait du vent, les jeunes sortaient en sortie libre avec les voiliers. Et parfois, c'est moi qui alloquais les voiliers. Ça fait que j'essayais de partager ça parmi tout le groupe. Parfois, on venait après souper. Il y avait du vent. Richard, on peut-tu sortir? Oui, allez-y. Je savais très bien qu'à 7h30, le vent tombait, puis qu'à 7h35, un de mes moniteurs, parce que j'étais rendu chef d'équipe à ce moment-là avec une équipe, il y avait 2 équipes du personnel au camp, j'étais rendu chef d'équipe. Je savais qu'un de mes moniteurs était pour venir me voir, veux-tu que j'aille les chercher? Oui. Lui, il aimait le petit bateau à moteur, puis il allait les chercher, puis ça se faisait tout en ordre. Les jeunes, les voiliers, tout était rangé, bien comme il faut. Parce qu'ils savaient que, tu sais, s'ils ne serraient pas les équipements, ben, ils ne sortaient pas la prochaine fois. Ça fait que, sans être draconien ou quoi que ce soit, les jeunes comprenaient. Richard aime ses voiliers, il faut en prendre soin comme lui, comme si c'était nos voiliers. Et puis c'est comme ça que ça se passait. Il y avait 3 bateaux à moteur. Les jeunes pouvaient faire du ski nautique, qui faisait partie des instructions le matin d'ailleurs. Je suis certain que ça coûtait une fortune en gaz, mais on ne manquait pas de gaz. Il y avait quelqu'un. Il y avait des gens qui faisaient des dons au camp, des membres du Rotary Club de Westmount, des anciens. Il y avait un des anciens qui était rendu dentiste, lui, il a passé par le même parcours que moi. Il est arrivé à Ware House comme résident à 9 ans. Un nommé Michael Krypton.
À 18 ans, il est devenu membre du personnel. Il a été responsable des voiliers avant moi, bien avant moi. Il a fait ses études à McGill, il est devenu dentiste, il est devenu président d'une association des dentistes au Canada. Il a développé toutes sortes de techniques et d'équipements pour différentes procédures. Fait que c'était comme un modèle parce qu'il avait laissé des documents avec lesquels on enseignait encore la voile. On prenait ces documents à lui. Ça fait que on partait pas de nulle part. On avait un point de départ. Et puis, ça roulait comme ça. Vous m'avez mentionné l'incendie, 1965. Je me souviens bien de cette soirée, parce que c'était le 15 août, une période de chaleur au mois d'août, chaleur et humidité. Et puis, en soirée, à la fin de mon quart de travail, le personnel avait un petit goûter dans la salle à manger. À la fin de la soirée, on allait prendre un morceau de pain, puis de la confiture, puis un verre de lait. Et puis, on allait se coucher. Et puis, moi, j'habitais de l'autre côté de la baie. Le Camp Weardale, c'est une baie, la salle à manger est là. Moi, où j'habitais, c'était de l'autre côté. Et puis, à mi-chemin, il y avait l'air de baignade. Il y avait un quai en ciment. Et puis, les marches. Puis, je me suis arrêté au bout du quai, sur les marches. Et puis, j'ai regardé sur le lac. L'humidité était haute, la température était élevée. Le vent était fort. Et puis, les nuages comme enragés. Et puis, il y avait des éclairs dans les nuages. Et puis, ça donnait pas bon signe. Mais j'ai été me coucher, plus ou moins 10h30. 11h moins quart, on avait un collègue, le responsable de la natation, qui complétait ses dossiers parce que les examinateurs de la Croix-Rouge étaient pour venir bientôt. Fait qu'il préparait tous ses dossiers pour les examens que les jeunes étaient pour passer. Il était assis devant la fenêtre et puis tout à coup, il a crié, « Réveillez-vous les gars, la salle à manger est en feu. » Moi, je me suis levé, j'ai été à une fenêtre que je me souviens encore aujourd'hui, là, vous avez la photo. J'ai regardé par cette fenêtre, j'ai vu la boule rouge dans le ciel. Quoi faire? Fait que je descends. Il y avait un extincteur en haut sur notre galerie. Je prends ça, puis je me dirige vers la salle à manger le long de la baie. Et puis à un moment donné, je m'arrête et puis j'ai dit, ouais, ça fera pas grand-chose ça. Le feu, c'était énorme. Mais il y avait une équipe avec des chaudières. C'était un groupe de jeunes, là, puis eux autres, il y avait des chaudières, puis ils se passaient les chaudières. Ça fait que j'ai dit, ben, je vais contribuer. J'ai continué, j'ai été porter mon extincteur. Ça m'a pris peut-être 50 ans pour me rendre compte que j'ai dû être dans un état de choc. Parce que j'étais complètement déboussolé. Moi qui étais normalement, comme j'ai dit, chef d'équipe, je prenais responsabilité. S'il y avait quelque chose de prendre en charge, je le faisais. Mais là, c'est comme si je tournais en rond. Je me suis trouvé le long de la salle à manger, vers l'arrière. Et puis le feu était pas mal éteint rendu là. Les pompiers étaient arrivés, il y avait des boyaux. Il y avait une cabine à côté de la salle à manger. Ça, le bois avait été chauffé. Et puis je me suis trouvé en arrière où étaient une série des bonbonnes de propane, naturellement. Ça, il y avait des effectifs de sécurité. Ça fait que le propane, oui, avait sorti, brûlé, mais ça n'avait pas fait d'explosion. Et puis je me suis dirigé vers le devant. C'est-à-dire que j'ai traversé ce qui était la salle à manger. C'était encore chaud, mais je ne me suis pas brûlé les pieds, je ne me suis pas brûlé les souliers que je portais. Puis à un moment donné, j'ai marché sur le triangle qu'on sonnait. C'est un triangle, on sonnait pour appeler les jeunes au repas. J'ai mis le pied dessus, je l'ai ramassé sans y penser.
il était chaud. Mais il n'était pas brûlant. J'ai dit, wow, j'aurais pu me brûler, là. Et puis, pour moi, c'était quelque chose de valeur. Alors, j'ai été le cacher le long d'un mur de ciment qui était devant la salle à manger. Il y avait un air de jeu, si vous voulez. Et puis, il y avait un mur en ciment. J'ai été le cacher parce qu'il y avait un arbre, il y avait des arbres, des buissons. J'ai été le cacher là, en sécurité. Et puis, c'est là que M. McAdam m'est arrivé. En course de du terrain de jeu. Il dit, t'es le dernier, qu'est-ce que tu fais? Va chercher tes affaires, l'autobus t'attend. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on s'est retrouvés à Montréal. Pardon, quelques jours plus tard, M. McAdam me voit et il dit, aurais-tu vu le triangle? On appelait ça le gong, parce que ça faisait gong. Fait, as-tu vu le triangle? J'ai dit, ben oui, je l'ai ramassé, je l'ai mis près du mur de ciment. Je l'ai caché là. Lui avait peur que ça s'était fait voler, parce qu'il y avait des bateaux dans la baie qui voulaient voir le feu, j'imagine. En tout cas, j'ai dit, je l'ai mis près du mur de ciment, il a viré de bord. Dans ma tête, il est parti puis il est allé au camp pour le trouver. Plus logiquement, il est parti puis il est allé téléphoner le concierge pour lui dire, va donc voir s'il est là. Ah, mais je ne sais pas. Puis j'ai eu des occasions et des occasions. Je n'ai jamais posé la question. Une autre question que je lui ai jamais posée, c'est pourquoi j'avais l'impression que ce triangle avait une valeur spéciale pour lui. Puis je n'ai jamais posé la question, j'aurais donc aimé faire ça. Aujourd'hui, je m'en veux, mais tu sais, il faut vivre avec. 1966 arrive, la journée qu'on quittait pour le camp, c'était plus ou moins le 28 ou 29 juin, toujours. La date est arrivée en 1966, on est arrivé au camp, puis il y avait une nouvelle salle à manger. Formidable. Elle est encore là. Elle avait été reconstruite durant Complètement le à neuf. Ah ben non, ils ont commencé le 16 ou le 17. Il faut dire que la police a fait une enquête et les assurances ont fait une enquête. Et ensemble, ils ont trouvé que c'était une frappe par un éclair indirect, c'est-à-dire que c'est arrivé par les fils. Ça a chauffé une boîte de connexion dans un endroit près du toit ou devant. Et puis, la salle à manger a pris en feu. J'ai appris aujourd'hui, ou plus récemment, c'est probablement à cause du filage style dans les années 30. Aujourd'hui, il y a des précautions qui pourraient peut-être prévenir ça. Intéressant à mentionner aussi, dans les 10 jours avant le feu au camp Weardale, il y a eu un feu dans une autre salle à manger, dans un camp d'été à Saint-Donat, au lac Archambault. Ça a été un été pour ça. Vous savez, 93% des jeunes qui étaient résidents à la résidence Weardale House, c'était monoparental mère. Le père était absent. Alors, René, veut pas, c'était le rôle qu'il jouait. C'était l'exemple, c'était le modèle. Il parlait doucement, il parlait jamais fort. Il faisait tout au camp. Pour des jeunes garçons, il était fort comme un bœuf. Mais il avait grandi à faire du bois, ainsi de suite. Il avait travaillé dans ces choses-là toute sa vie. Fait, évidemment, il était fort comme un bœuf. D'où, prêt à tout faire, aider n'importe où, n'importe quoi. De temps en temps, il participait à nos soirées. À un moment donné, c'était une soirée de racontage. Il était venu nous raconter une histoire qu'il avait développée, fabriquée lui-même. Mais c'était René au bout. Puis l'applaudissement à la fin, naturellement. Il était très apprécié. Vous êtes resté proche du camp.
des différentes directions. Quel avenir vous voyez au camp aujourd'hui? J'espère que ça va continuer, comme toujours.